Devant Dieu, devant le peuple togolais, seul détenteur de la souveraineté populaire, nous, Faure Gnassingbé, élu président de la République, conformément aux lois de la République, jurons solennellement de respecter et de défendre la constitution que le peuple togolais s'est librement donnée. Pour la quatrième fois ces dernières années, cette phrase a résonné dans le pays, prononcée par la même personne. Faure Gnassingbé a une nouvelle fois prêté serment il y a juste quelques minutes devant la Cour constitutionnelle. Il a juré de ne se laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine. L'intérêt général et les droits de la personne humaine sont en vérité le cœur de la vie sociopolitique au Togo. Après 15 ans de pouvoir, quels ont été les rapports que le nouvel ancien président a pu entretenir avec des thèmes forts comme ceux de la justice sociale et de la préservation des droits de l'homme? Le droit à la liberté demeure un des plus importants des droits contenus dans les déclarations, constitutions, chartes et conventions. Les Togolais naissent tous égaux, mais restent-ils tous égaux en droit? Au fond, depuis 30 ans, pour veiller entre autres au respect des droits des citoyens au Togo, la presse a-t-elle grandi? Les droits des journalistes sont-ils devenus une garantie? Ce 3 mai, la communauté internationale célèbre le combat pour la liberté de la presse. Nul doute que les plus belles citations vont être ressorties des ouvrages. Victor Hugo écrivait, je cite, « Je veux la presse dans toute sa liberté ». L'ancien président américain Thomas Jefferson, pour sa part, ajoutait, « Notre liberté dépend de la liberté de la presse et elle ne saurait être limitée sans être perdue. » Quel est l'état puis la nature de la liberté de la presse au Togo? La presse togolaise est-elle libre et indépendante vis-à-vis des pouvoirs politiques, économiques et financiers? Les journalistes ou les hommes des médias sont-ils professionnels, épanouis et surtout invulnérables? Cette année, le thème énonce le journalisme sans contrainte ni complaisance. En ce temps de Covid-19, ne sont-ils pas plus fragilisés? Fragilisés comme Vincent Agbebe Kodjo et compagnie dont les droits à la parole sont orientés. Quelques jours seulement après le 27 avril et les 60 ans du Togo, quel peut être l'avenir de l'opposition dans cet ancien territoire contrôlé par la France? Sans une opposition forte et structurée, le pays ne risque-t-il pas de baigner dans des illusions sans fin? Exemple avec le Covid et ses décomptes. Le virus tue à l'hôpital. Il s'invite aussi dans les nuits du coup-feu à Lomé. Le colonel Kodjo Amana va-t-il arriver à braver les bavures? Mesdames, messieurs, bonjour. Nous sommes le dimanche 3 mai 2020. Bienvenue au D12 sur Pyramide FM. Nos invités sont 3 responsables d'associations de presse. Isidore Akolo, il est le président du PPT, patronat de la presse togolaise. Olivier Adia du Conseil national de la presse togolaise et Loïc Lawson, président de l'Union de la presse francophone, section Togo. L'émission est mise en onde par Vincent Las Boga Koudoyor. Bonjour, chers confrères. Bonjour Pierrot. Bonjour. Comment vous allez? Bon. D'abord, Akolo, comment vous allez? Confinement, bien. Confinement, bien. Ça, c'est nouveau. Loïc Lawson, comment vous allez? Bonjour Pierrot, bonjour à tous les auditeurs de Pyramide FM et on se porte bien. Même question, comment vous allez, Olivier Adia? Oui, ça va, nous rendons grâce à Dieu et nous disons bonjour à tous les auditeurs et à toutes les auditrices. Outre le CONAP, je crois que Olivier il est également de la Topelle. Oui, j'ai la chance de faire partie des deux mondes, la presse écrite et la presse en ligne. Voilà, le décor est planté, nous sommes aujourd'hui le dimanche et c'est un jour spécial, journée internationale de la presse oblige. D'abord, quel est le sens de cette journée? La première question adressée à Luc Lawson. Quel est selon vous le sens de cette journée internationale? S'il faut répondre de manière simpliste, et comme l'a dit Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, lors de son allocution il y a 3 jours, justement par rapport à cette journée internationale de la liberté de la presse, c'est qu'aujourd'hui nous sommes, il n'est pas possible qu'il y ait un monde sans médias, libres et indépendants. Et donc tout le sens de cette journée, c'est effectivement d'amener, de faire comprendre à tous les gouvernants, à toute la société humaine que sans les médias, nous serons tous dans l'obscurité. Sans les médias, on est appelé, sans les médias, pratiquement le monde risque d'être au ralenti comme le Covid. Voilà un peu ce que c'est que la comparaison que je peux te faire aujourd'hui, ce que je peux te dire par rapport à cette journée internationale, c'est-à-dire sans les médias, le monde peut être autant au ralenti, comme le Covid est arrivé à ralentir le monde. Oui, Akolo, c'est aussi important que ça, les médias sont aussi importants?
Mais vous venez de citer Thomas Jefferson, et que je reprends toujours à la manchette de mon journal Actu Express, qui disait que s'il lui est demandé de choisir entre un monde sans presse et un monde avec des politiciens, il préfère choisir un monde avec la presse. Donc, la presse, c'est les yeux de la population. Nous sommes la voix des sans-voix, l'avocat de la veuve et de l'orphelin. Et je pense que sans la presse, le monde ne pourra plus bouger. Nous sommes le sel qui donne un peu du goût à la sauce. J'espère que vous n'allez pas dire que vous êtes le sel de la lumière, comme pour parler des chrétiens. Vous n'êtes pas le sel. Non, je n'irai pas jusque-là, mais pour paraphraser aussi, ça, c'est pratiquement la même chose. Parce que c'est la presse qui joue vraiment son rôle, doit éveiller les consciences, doit aiguillonner les gens et surtout les gouvernants. Le sel de la terre, comme dirait quelqu'un. Olivier Adia, ils sont si importants que ça, les journalistes, et notamment au Togo? Oui, bien sûr. J'ai toujours dit que la presse n'a pas le même rôle dans tous les pays à travers le monde. Quand vous prenez les pays occidentaux, on nous parle du quatrième pouvoir. Mais dans nos pays, sous les tropiques, la presse occupe pratiquement le deuxième pouvoir, puisqu'il y a certains pouvoirs qui ne fonctionnent pas efficacement. Et quand vous prenez le législatif, le judiciaire, surtout le judiciaire, c'est difficile dans nos pays. Si bien que même nos compatriotes qui ont des problèmes, parfois passent par nous avant de porter leur cause devant les juges. Donc je crois que la presse a une place importante. Quand on prend l'histoire de l'évolution de notre démocratie, vous comprendrez que la presse joue et a joué plutôt et joue encore un rôle primordial dans l'installation de la démocratie dans le pays. Il n'y a pas très longtemps, Luc Lawson, vous étiez dans certains pays. Je ne sais pas si la presse est aussi importante dans ces pays comme au Togo, mais il vient de dire quelque chose que j'entends pour la première fois quand il fait la comparaison avec les autres pouvoirs. La presse, deuxième pouvoir au Togo, est-ce que c'est pas trop exagéré? Évidemment, on est aujourd'hui là pour parler des médias et dans tous les sens du terme, mais surtout dans la vérité. Et je pense pas qu'au Togo, le média, la presse joue le rôle du deuxième pouvoir. Et le quatrième même, excusez-moi d'être sincère, elle ne le joue pas. Elle ne le joue pas parce qu'elle-même a voulu ne pas le jouer. Et donc, sincèrement, on est là pour dire les choses de manière... L'émission est assez sérieuse à mon avis. Et honnêtement, la presse togolaise, comme tu dis, comparée à certaines presses ou à certains médias à l'étranger et de d'autres pays, la presse togolaise est encore loin du compte. Elle ne joue pas efficacement son rôle. Elle fait de son mieux, mais elle ne joue pas efficacement son rôle parce qu'elle peut largement mieux faire. Mais pour des raisons dont on reviendra, la presse togolaise reste encore au creux de la vague et c'est bien dommage. Est-ce qu'on ne dit pas la même chose, par exemple au Cameroun, puisque je sais que récemment vous étiez à rassemblement pour le compte de l'Union de la presse francophone au Cameroun, est-ce qu'on ne dit pas pratiquement la même chose dans ces pays-là aussi, que cette presse a des difficultés? Oui, justement, tu sais, comme on dit, quand tu dis le Cameroun, tu dis le Togo, excuse-moi, c'est un peu pratiquement la même chose. C'est-à-dire, vous savez, la presse reflète en réalité la société dans laquelle on est. C'est la presse qui reflète la société dans laquelle on est. Quand tout de suite, un étranger, il n'y a plus de vol malheureusement, descend à l'aéroport de Lomé ou un homme d'affaires ou qui que ce soit, la première des choses qu'il fait pour tâter le pouls du pays, pour comprendre comment le pays fonctionne, il cherche à écouter les radios, à lire les journaux pour avoir une idée globale du pays. Et quand vous parlez du Cameroun, on sait c'est quel genre de pays, on y était récemment, on a vu, et c'est pour ça ils ont une presse assez exceptionnelle et atypique. J'aurais bien aimé que tu me parles peut-être, que tu compares avec, je sais pas, peut-être la Tunisie ou le Sénégal, où je ne dis pas que c'est rose à 100%, mais des pays où quand même la presse essaie de faire des efforts énormes pour jouer son rôle d'amener les gouvernants et tous les acteurs de la société à bien faire, entre guillemets, à bien faire leur travail.
on en arrivera. Je vois qu'on va en arriver aussi au Togo. Avec un peu de discipline, un peu de sérieux, on peut arriver. Oui, oui, allez-y. Oui, moi je pense que la presse est à l'image de la société et de la nation. Absolument. Partout ailleurs, c'est comme ça. Et parler du quatrième ou deuxième, troisième pouvoir, quand on parle de quatrième pouvoir, ce n'est que virtuel. Absolument. Ce n'est que virtuel. On dit que la presse est le quatrième pouvoir. Moi, je dis que la presse est un contre-pouvoir. La presse doit être critique vis-à-vis des trois pouvoirs constitutionnellement reconnus. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. En dehors de ces trois pouvoirs, il y a d'autres pouvoirs aussi. Le pouvoir financier, le pouvoir économique. Et la presse joue le rôle de vigie qui doit voir les écumes et alerter l'opinion pour que le bateau ne chavire pas. C'est là le rôle de la presse. Nous parlerons du rôle de la presse tout à l'heure vis-à-vis également de ce rapport avec les milieux que vous énoncez tantôt, les milieux politiques, les milieux économiques ou encore financiers. Le thème de cette journée, le journalisme sans contrainte ni complaisance. Est-ce que ça ne rejoint pas un peu ce que Isidore Akola est en train de dire, ne pas être complaisant, par exemple, vis-à-vis des pouvoirs politiques, économiques et financiers. Est-ce que c'est le cas, par exemple, dans notre pays? Non, c'est à prendre au cas par cas, parce que, vous savez, on l'a dit, Isidore a dit que notre presse a l'image de notre société. Mais au-delà de tout, c'est que il y a des gens qui font bien, il y a des gens qui se débrouillent, et il y a des gens qui ne font pas bien. Ayons le courage de le dire. D'accord? Donc, je connais plein de presse, de journaux au Togo qui sont très critiques à l'endroit du pouvoir et qui sont des journaux d'investigation qui vont au cœur des sujets d'actualité et qui font ressortir des informations pour la consommation du public. Et on vous dira aussi qu'il y a certains qui sont complaisants et on vous dira que certains sont indifférents. Donc, je ne crois pas que le Togo constitue un îlot isolé ou une réalité à part. Je crois qu'on peut transposer l'exemple du Togo à d'autres pays. Mais j'insiste et je dis que par rapport aux citoyens togolais, par rapport aux sollicitations que nous avons, par rapport à la confiance que certains citoyens ont envers la presse ou une certaine presse, je crois que la presse occupe plus ce rang donc, de quatrième pouvoir. Je précise parce que par rapport, par exemple... Parler du deuxième pouvoir. Oui, du deuxième pouvoir. Parce que je ne dis pas que le presse est devenu le deuxième pouvoir. Nous sommes dans un débat. Nous sommes en train de donner, donc de faire un débat d'analyse. D'accord? Donc, la presse, selon le travail que nous sommes en train de faire en tant que médias, et par rapport à l'accueil que nos populations réservent à notre travail, je crois que les populations ont plus confiance à la presse. Parce que lorsqu'il faut s'adresser à la justice, je vous dis que moi j'ai fait des organes ou bien des rédactions où nous sommes l'antichambre de la justice pratiquement parce que même il y a des dossiers qui arrivent à la justice et les juges les renvoient vers nous en tant que journalistes en leur disant faites paraître cette information et ça va faire booster ou ça va faire évoluer votre dossier. Donc c'est ce que je dis, mais je ne dis pas plus que ça. Mais ce que Olivier Adja est en train de dire, je crois que c'est important dans un pays comme le nôtre. Est-ce qu'on n'a pas l'impression, là, à écouter Olivier Adja, que les Togolais n'ont plus vraiment confiance aux institutions établies et que très souvent ils se retournent vers vous quand ils évoquent même des magistrats qui sollicitent le concours de la presse? Cette crise de confiance est palpable. Les gens ont plus confiance, même dans nos quartiers, les vraies informations, ou quand les gens veulent avoir de l'information, c'est sur nous qu'ils se reposent. Et ils disent que ça, c'est le journaliste qui leur a dit ça. Et vous savez que les paroles de journalistes, c'est comme des paroles d'évangile. Ils ont dit que c'est à la radio que je l'ai écouté, et ça vient de tel journaliste. Et si la crédibilité du journaliste compte, si ce journaliste a cette crédibilité, tout ce qu'il dit est considéré comme une parole d'évangile. Ça ne se passe pas seulement au Togo. Partout ailleurs, c'est comme ça. C'est pourquoi je dis, pour ne pas trop cristalliser le débat sur les dérives ou, comment dirais-je,
la particularité du Togo, je dis que la presse, partout ailleurs, est à l'image de la société. Dans ton quartier, c'est pas. Vous habitez où là? À Djilogomé. Oui, mais en fait, est-ce que vous arrivez d'être sollicité par les populations parce que quelque part vous représentez un pouvoir, même si ce pouvoir n'est pas constitué? Oui, oui, ça c'est tous les jours. Vous savez, on disait tantôt en début d'émission, le média ou le journaliste est l'avocat de la veuve de l'orphelin. Et tant qu'il jouera ce rôle, tant que la société, tant que la population autour de lui sentira qu'il joue ce rôle, elle lui fera un tant soit peu confiance. D'où le fait que ce soit la justice, que ce soit même de l'institution, la première institution du pays, c'est-à-dire la présidence de la République, les dossiers, on fait confiance à certains médias, heureusement, certains, pour leur filer des dossiers assez brûlants, pour leur dire, écoute, ce qui se passe n'est pas assez intéressant. Si vous en parlez, ça peut essayer d'apaiser les choses. Et c'est ça le rôle premier des médias. Quand tu prends des médias spécialisés dans l'investigation, comme Mediapart, si les Français sont arrivés à ce niveau de confiance aux médias, et que toutes les institutions, les gros, lui envoient des dossiers les plus chauds de la République, c'est parce qu'on a foi et on a confiance aux médias, de par sa crédibilité et ce qu'il écrit, ce qu'il dit. Et partout ailleurs, c'est comme ça. Mais sauf que, puisqu'on parle de chez nous, et Olivier Tando donnait l'exemple d'une rédaction que nous connaissons tous, parce que ce journal a montré sa crédibilité aujourd'hui sur l'échiquier en tant que quotidien. Il a montré qu'il peut tenir par rapport à tout ce qui peut être, et même, comment on dit ça, écueil et consort. Il a pu faire sa route. Dans quel journal? Appelons le chose. Non, Liberté est un produit de liberté. Olivier est un produit de liberté. Et je suis convaincu qu'il parle de liberté. Et alors, quand vous avez un journal pareil fait ce parcours, c'est beau. Mais si tu sais pourquoi il n'arrive pas à lui seul à le faire, c'est-à-dire à lui seul à faire changer les choses, c'est justement le danger au niveau de la presse togolaise. C'est parce que quand un média aussi sérieux ou crédible, entre guillemets, arrive à faire sortir un dossier assez important, c'est les brebis galeuses, comme dit Olivier, qu'il y en a qui font mal le travail, qui malheureusement sont plus nombreux, deviennent les contre-pouvoirs de ce pouvoir au nom de la liberté d'expression. Au nom du fait que la contradiction doit exister, on va contre le bon sens. Voilà ce que je veux dire. Au nom du fait que la contradiction doit exister, on va contre le bon sens, au point où, même si la personne commet un sacrilège, quelqu'un te dira pourquoi on a commis ce sacrilège et justifiera le sacrilège. Quand vous parlez de bon sens, vous faites allusion au professionnalisme. Surtout au professionnalisme, parce que le bon sens, c'est la chose la mieux partagée. Vous avez utilisé un mot, faire confiance à ce type de journal. Vous évoquez la crédibilité, Olivier Adia. Est-ce qu'au Togo, on peut aujourd'hui plutôt parler de catégorisation de la presse togolaise? Parce qu'il y a certains qui sont très professionnels ou relativement, et que certains le sont moins. Oui, c'est une catégorisation et ça ne doit pas étonner, évidemment, parce que tu ne vois aucun groupe d'hommes, aucune société où tout est uniforme et tout le monde se ressemble. Dans la société, nous avons des aspects physiques différents. Donc, c'est aussi le cas de la presse et c'est aussi le cas de tous les organes de la société. Donc, au niveau de la presse togolaise, les médias sont catégorisés. Les médias, il y en a qui font bien. Et même ceux qui sont au pouvoir, malgré les critiques de ces médias, ils les aiment tant. Mon confrère a parlé de Mediapart. Ceux qui donnent plus de dossiers à Mediapart, ce sont les gens proches du pouvoir. Ce sont des gens qui ont des entrées à l'Élysée. D'accord? Donc, il y a ce type de médias qui sont là, des médias d'investigation. On ne va pas les citer, mais il y a aussi des médias factuels. Ce n'est pas mauvais de faire du factuel aussi. Ça existe, un type ou un style de journalisme. Mais aussi, il y a peut-être dans l'attitude et le comportement des journalistes des choses à redire. Et là, c'est là peut-être qu'il faut mettre l'accent parce que cette journée nous donne l'occasion de revenir sur notre métier et d'aller au tréfonds. Donc, de cette mare, afin de faire ressortir tout ce qui est, je ne sais pas, caillou, tout ce qui est immondice, et puis pouvoir faire le ménage.
parce que c'est important. Je vais finir en disant que nous nous sommes retrouvés récemment à Cara lors des journées, et voilà donc de la journée porte ouverte de la presse organisée par le CONA, et nous avons essayé de plancher sur cette question. Il y a des décisions très importantes qui sont issues de cette rencontre. Peut-être que nous allons aussi en débattre. Oui, juste placer un mot. Ce débat, moi, j'aurais souhaité à des pareilles occasions que ça se fasse entre nous, journalistes, qu'on puisse crever l'abcès. C'est très important de toucher du doigt le problème et de pouvoir revenir aux fondamentaux du journalisme. Parce qu'il y a une grande différence entre le journalisme et la communication. Absolument. Beaucoup sont plus dans la communication parce que ça rapporte plus. Et on a le courage de le dire. Et il y a une catégorisation aujourd'hui qui fait en sorte que les organes les plus critiques sont asphyxiés. C'est ça le problème auquel nous sommes confrontés. Quand vous dites qu'il faut faire ce débat entre vous, professionnels de la presse, c'est clair que les rapports qu'il y a aujourd'hui entre ces professionnels de la presse et les populations, ces rapports-là sont étroits. Vous avez dit tantôt que vous êtes sollicité dans vos quartiers parce qu'on fait beaucoup plus confiance à vous. Les auditeurs, ils veulent savoir parce que ils vous connaissent, ce sont vos parents, ce sont vos amis, ils savent que vous participez à la constitution, bien à la construction de la démocratie au Togo. Aujourd'hui, quel type de... Quand on parle de catégorisation, il y en a combien aujourd'hui au Togo? Lesquels sont les plus crédibles? Est-ce qu'il y a les Mediapart version togolaise? Est-ce qu'il y a des journaux moins sérieux au Togo? Quand on prend le journal Actu, c'est Actu Express. Hein? Actu Express. Oui, Actu Express, c'est dans quelle catégorie? On va me classer dans les journaux critiques, de par ma ligne éditoriale. Mais vous critiquez qui? Mais le pouvoir. Parce que c'est le pouvoir qui est aux affaires. C'est le rôle du journaliste, du journal même, de faire de contrepoids. C'est la responsabilité sociale d'un organe de presse. Non, mais est-ce qu'en clair, un journal sérieux, un journal crédible, c'est ce journal-là qui critique le pouvoir? Évidemment. C'est ce qu'on doit dire au Togo. Non, évidemment, parce que c'est vous qui devez aiguillonner ceux qui sont aux affaires. C'est le rôle principal des médias. Si vous vous écartez de ça, vous êtes dans la communication. C'est ce que je disais tantôt, que ce débat pouvait se faire entre nous pour qu'on puisse revenir aux fondamentaux. Bien, merci. Bon, maintenant, oui. ce n'est pas la spécificité du Togo. Partout ailleurs, c'est comme ça. Mais le drame au Togo, c'est que il y a une sorte de clochardisation de la profession qui m'intrigue moi. Nous reviendrons sur ce mot assez fort, la clochardisation, je note. Sur ce que vient de sortir à Color, vous avez voulu réagir. Non, quand il parlait du rôle du média qui ne doit que critiquer peut-être, qui doit critiquer ou aiguillonner le pouvoir, moi j'ai dit c'est au-delà. C'est-à-dire, le journaliste n'est pas sain, mais il doit être capable, quand l'action posée est contre le bon sens, ou quand l'action posée est contre l'intérêt de la population, de pouvoir critiquer et dénoncer. C'est ça son premier rôle. Maintenant, il se fait que le journaliste, la responsabilité du journaliste, c'est-à-dire celui qui a plus de responsabilité dans la société, c'est celui qui gouverne. Parce qu'il a le destin d'un peuple, d'une population, d'un pays en main. Ça fait que c'est beaucoup plus orienté, les critiques du journaliste sont beaucoup plus orientées vers ce personnage ou bien vers ces personnes qui en réalité ont le pouvoir. C'est comme cela ça se passe parce que c'est une question de responsabilité. Quand ça va bien, on est venu à Pyramide FM, on a trouvé un beau studio, on a trouvé des gardiens, tout est bien. On se dit, c'est le patron de la radio qui, à lui on tire chapeau. Mais autant quand ça ne va pas, ce n'est pas le petit planton, c'est toujours le patron, il est comptable. C'est comme ça la société doit fonctionner. On ne doit pas chercher à protéger les gens. Donc autant ce qu'il dit, il est vrai, mais j'ai dit au-delà de ceux qui gouvernent, le journaliste, c'est aussi celui-là qui, quand, je ne sais pas si c'est le contre-pouvoir, entre guillemets, je parle de contre-pouvoir parlant de l'opposition, qui
est dans des dérives, il doit être aussi capable de dire ce n'est pas bien. Et que c'est comme ça, vous êtes en train d'aller contre l'intérêt ou le développement du pays. C'est comme cela, moi, je conçois, en tout cas, c'est ce que je sais, c'est là ce que la presse doit être. C'est le rôle qu'elle doit jouer. Mais quand la presse se retrouve elle-même à enterrer, à faire de la communication au lieu de faire du journalisme et à enterrer l'intérêt supérieur de tout le monde contre le journaliste se retrouve à l'enterrer contre son petit intérêt, c'est là qu'il y a danger. Et c'est ce qui se passe énormément au Togo. Et c'est pour cela que la presse togolaise elle-même elle est en difficulté. Quand vous avez une presse qui manque de moyens depuis toujours, qui a fait des états généraux, on a eu des états généraux, on a fait des recommandations, on a dit ci, on a dit ça, et que tu retrouves ceux qui, c'est-à-dire nous les journalistes, qui ont eu à participer à ces états généraux, à faire ces recommandations, à aller contre les recommandations, tu te dis il y a un problème. Mais ça, c'est typiquement togolais. Quand tu retrouves le journaliste défendre tout, défendre l'indéfendable, aller au fond. Mais quand il s'agit du développement des médias ou des journalistes eux-mêmes, il te dit qu'il est en train de faire, c'est-à-dire il va carrément contre, juste pour lui. Alors ça fait que les médias sont là où ils sont, ça ne bouge pas, et on se plaint, parce que le danger c'est que les journalistes togolais pensent que si moi, j'ai ma petite voiture, j'ai mon petit lopin de terrain, ma petite maison, que j'ai fini ma vie, j'ai réussi. En se trompant énormément parce qu'on ne veut pas tirer le son de nos aînés, qui on a vu, ou des gens qui sont venus avant nous dans cette profession, ont tout ça, mais là, après eux, qu'est-ce qu'ils ont laissé et qu'est-ce qui est resté? Nous parlerons de cette réalité de la presse togolaise dans un instant, sans doute. Mais Olivier Adia, AfriPresse, c'est dans quelle catégorie? Catégorie des presses critiques, très critiques, ou catégorie de presse qui accompagne? Humoristique. Non, AfriPresse, c'est une agence de presse, et l'agence de presse, dans son fonctionnement, doit faire du factuel. On ne critique pas, on n'attaque pas, on ne dit rien. C'est ça, une agence de presse. Maintenant, si vous me posez la question, Harakiri, c'est dans quelle catégorie? Je vous dirais que nous faisons de l'humour et nous parlons des faits de société. Mais ceci étant dit, moi, j'aimerais quand même mettre l'accent sur le rôle d'un média. Le média, c'est quoi son rôle? C'est de former, informer et divertir. De façon basique, c'est ce que le code et la définition nous dit. D'accord? Donc, est-ce qu'on crée son média contre un pouvoir ou pour un pouvoir? C'est peut-être la problématique que nous sommes en train d'établir. Moi, et je rejoins mon confrère, c'est que on ne crée pas son organe pour s'attaquer à un pouvoir ou défendre un pouvoir. On est là pour informer et former les citoyens. Et c'est ce que les journaux togolais, malgré le peu de moyens dont ils disposent, font. Et ils le font très bien. Quand vous prenez Pyramide le fait très bien. Quand vous prenez les confrères qui sont ici, ils ne vont pas me dire qu'ils ne font pas ce travail. Maintenant, il y a des travails. Et en tant qu'organisation patronale de la presse au CONAP, nous les dénonçons, nous travaillons là-dessus. Je crois qu'on n'a aucune presse nulle part au monde qui soit, il ne sait pas, angélique. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de presse angélique. Vous n'allez pas me contester. Et aux États-Unis, on trouve des difficultés que nous rencontrons, ou bien du moins des travers que nous dénonçons ici. Peut-être que pas dans les mêmes proportions, mais on en trouve quand même, et dans toutes les démocraties. Donc, il faut peut-être mettre l'accent sur comment faire pour améliorer la situation que nous peignons en noir et travailler de concert pour pouvoir s'en sortir. Ouais, Non, mais en fait, permettez? oui, en quelques secondes. Puisque tous se sont cristallisés sur ce que j'ai dit, que la presse doit être critique vis-à-vis des gouvernants. C'est le b.a.-ba qu'on nous apprend. Le train qui arrive à l'heure n'a pas d'information. C'est le train qui arrive en retard. C'est là l'information. Et qui va faire de sorte que le train puisse arriver à l'heure, c'est le gouverneur. Je crois qu'il y a... C'est pourquoi je dis. C'est très fondamental ce que je dis. Oui, j'ai compris. Je ne dis pas. Y compris tous ceux qui sont des hommes, je l'ai dit, publics. Quand je parle d'hommes publics, aussi, il y a l'opposition. Il y a l'opposition. Quand il y a des dérives, il faut avoir le courage
de les dénoncer. Mais en ligne de mire, c'est les gouvernants. Parce que c'est eux qui sont aux affaires, c'est eux qui ont à rendre compte vis-à-vis de ces citoyens qu'ils gouvernent. Est-ce qu'il n'est pas important de faire la précision ou la démarcation entre la presse libre et indépendante et la presse du gouvernement? Parce que ce que vous décrivez, c'est clair que vous n'avez pas dit à Togo Presse ou à Radio Lomé d'avoir les mêmes types d'attitudes que quand, par exemple, vous êtes dans un journal comme Free Press ou Actu Express. Oui, je vais vous convier. Et peut-être tout dépend de la situation. Hein. Et je ne t'apprends rien. Au lendemain de la conférence nationale souveraine, vous avez vu l'allure de la presse publique. L'allure que ça avait pris. Je ne vous raconte rien. Je ne vous apprends rien. Donc, tout dépend de la situation politique qui prévaut. Et je pense que vous soyez un organe public ou un organe privé, les fondamentaux sont les mêmes. Maintenant, on peut discuter de la ligne éditoriale. Bien, merci. Vous avez levé la main. Non, au fait, au-delà, je vais dire, et quand vous avez de l'exemple de Togo Presse ou que ce soit la TVT, vous savez, il faut qu'on en arrive aussi là. Elles font, c'est des médias publics. C'est des médias publics. Étant médias publics, ils font de l'information publique. Ça ne les empêche pas de rester journalistes et professionnels. Ça ne les amène pas à rester des communicateurs, mais rester que journalistes. Et ça, c'est pas seulement... Ça, c'est que on va... Et nos États, on nous dira que nous sommes encore dans un processus démocratique compliqué. Mais il faut qu'on y arrive. On va y arriver à un moment à faire comprendre à ceux qui dirigent les médias publics et à qui travaillent qu'en réalité, on peut rester dans un média public et dénoncer des dérives. Et parler des dérives des gouvernants ou des membres du gouvernement. C'est comme ça l'information publique. Parce que vous êtes payé avec l'argent du contribuable. Et le contribuable a droit à la vérité. C'est comme cela, ça se passe partout. Mais sauf que chez nous, dans nos pays africains, je viens au pouvoir et je mets la main sur le média public. Et pourquoi on en arrive là aussi? Parce que justement, les médias, même ceux du privé et toute la société civile, ne jouent pas fondamentalement leur rôle. Parce que s'ils jouent leur rôle, ils vont forcer la main à ces médias à faire de l'information publique. Nous allons parler de la liberté parce que c'est de cela aussi qu'il est question en ce jour du 3 mai. Nous sommes le 3 mai 2020. On va s'attarder un peu sur la situation de la liberté dans notre pays. Est-ce que par exemple à Free Press, est-ce que vous êtes libre? Totalement. Est-ce que vous êtes totalement libre? Non, je crois que la liberté, ce n'est pas seulement l'absence d'entrave. D'accord? C'est-à-dire, lorsqu'on n'a pas des embûches, lorsqu'on n'a pas de problèmes, c'est pas en ce moment qu'on dit qu'on est libre. La liberté sous-entend plusieurs implications, ou bien ça implique beaucoup de choses. Et sur le plan, donc, au niveau de l'arsenal juridique, je crois que le Togo a l'un des meilleurs codes de la presse et de la communication de la sous-région. C'est arrivé grâce aux efforts des uns et des autres, des aînés. Et on sait qu'en 2004, il y a eu donc ces engagements et nous avons eu la dépénalisation des délits de presse et beaucoup d'autres avantages. Aujourd'hui, nous en profitons. Parfois même, nous en abusons. Ayons le courage de le dire parce que parfois, on a l'impression que le journaliste se met dans la peau d'un super-homme, de quelqu'un qui est au-dessus des principes et de la loi. Vous verrez un journaliste dire des choses que lorsqu'un quelqu'un d'autre dit ça sous d'autres cieux, il va tomber sous le coup de la loi. Mais tant mieux, il y a ça, cette liberté-là que nous avons. Mais il y a aussi la liberté économique. Est-ce que Free Press a une liberté économique? Est-ce qu'on arrive donc à faire face à nos besoins? Je ne vous dirai pas oui. Je ne vous dirai pas oui, mais je ne suis pas tenté non plus de vous dire non. Donc, comprenez-moi. Mais au-delà de ça, c'est que l'essentiel aujourd'hui, c'est la préservation des acquis et la bataille que nous devons faire pour pouvoir avoir d'autres avantages. Il y a plein de choses dont nous avons besoin en tant que journalistes
au niveau d'abord de la liberté, ce que vous dites, parce que ce n'est pas suffisant, mais il faut conquérir la liberté économique aussi. Et ce travail, ça appelle tous les journalistes donc, à le faire. Et c'est ce que moi je dis, c'est que le Togo a l'avantage d'avoir un meilleur code, mais sur le plan économique, nous n'avons pas encore cette largesse de pouvoir faire face à nos besoins. Quand vous parlez d'acquis, faites allusion à ce code-là? Bien sûr, je parle de la dépénalisation des délits de presse, je parle du code de la presse. Il y a beaucoup d'acquis, et même si on peut soulever des travers, mais il y a plein d'acquis que nous devons préserver. Le Lawson, est-ce que votre journal, ou l'environnement dans lequel fonctionne votre journal, est-ce que vous sentez que cet environnement-là lui permet d'être totalement libre? Non, sincèrement, il faut être sincère. C'est ta question, il faut avoir le courage de dire que c'est non. C'est la vérité, c'est celle-là. Parce que nos journaux, j'ai dit tantôt, nos journaux ou nos médias sont dans des conditions, travaillent dans des conditions, je ne sais pas comment les qualifier, mais c'est-à-dire, rien ne préserve l'avenir. Parce que pour moi, on travaille pour préserver l'avenir. On travaille et préserver, être indépendant, on travaille pour être indépendant, comme on dit, le travail libère l'homme. On ne travaille pas pour être assujetti à tel ou tel. On travaille parce qu'on veut préserver l'avenir, on veut être libre. Mais quand on travaille et qu'on ne peut même pas être libre, demain on ne peut pas être heureux, parce que travailler c'est prévoir aussi demain, le lendemain. Et moi c'est à ce niveau que je dis, au-delà, on dit oui, la presse togolaise elle est libre. Je suis d'accord, la presse togolaise elle est libre. Aucun journaliste à ce jour je crois n'est en prison. Oui, mais ça je l'entends depuis, je ne sais pas, plus de 10 ans. Dépénalisation. Maintenant, quel est l'autre pas qu'on pose? On a maintenant, c'est quoi le pas qu'on pose? C'est où on va? On se contente de brandir ça nous-mêmes. C'est-à-dire, moi, ce discours, je vais l'entendre peut-être des hommes politiques. Parce qu'eux, ils ont besoin de ça pour se défendre. Pour dire, ah oui. Mais quand c'est le journaliste qui dit, oh, ben oui, on est dépénalisé, oui, on ne va pas. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on soit plus libre? Parce que la meilleure des libertés doit rester dans l'esprit et économique. C'est ça la meilleure des libertés. Dans l'esprit, vous, est-ce que vous êtes libre? Si je prends cette définition de la liberté qui signifie la faculté d'agir de sa propre initiative en toute autonomie sans y être contraint ni être empêché par quelque pouvoir, quelque personne ou quelque autorité puissante que ce soit, la question qu'il faudrait se poser quand on parle de la liberté de la presse, est-ce que c'est une liberté absolue, relative ou encadrée? C'est là le débat. Parce que, à ce que je sache, nous sommes libres, mais dans le respect des règles qui sont inhérentes à la profession. C'est pourquoi je pense qu'il ne faudra pas qu'on donne l'impression à ceux qui nous écoutent que nous avons une liberté absolue. La presse, que ce soit au Togo ou ailleurs, quand on parle de liberté, il y a aussi la responsabilité. La responsabilité de ne pas pousser les gens à des émeutes, la responsabilité de ne pas faire ci, de ne pas faire ça. Donc c'est une liberté encadrée et quiconque arrive dans ce domaine doit maîtriser ces règles. Sinon vous allez faire des délits, vous allez faire beaucoup de dégâts. Et c'est ce qui amène l'autorité qui est à HAC à encadrer cette presse. Par moment, on ne dira pas que nous sommes libres et nous devons tout dire. Il y a certaines vérités qui ne sont pas bonnes à dire. Quand vous évoquez la HAC, cela m'amène à vous poser cette question. Dans certains pays au monde, dans les plus grands, il n'y a pas cette institution, la HAC. Il n'y a même pas le ministère de l'Information dans certains grands pays. Comme aux États-Unis. Oui. Quels sont alors les rapports que vous entretenez avec ces milieux-là, les milieux institutionnels, le gouvernement, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, par exemple, la justice? Quels sont vos rapports? Est-ce que c'est des rapports qui sont assez bons, et sans nuage, au lieu Non, ça dépend du journaliste. Vous savez, et
moi, Mais j'estime quand vous dites que ça dépend du journaliste, ça veut dire que ça c'est sur la tête du client là. parfois oui, et je l'assume. Et moi, j'estime que le journaliste doit avoir de bons rapports avec tout le monde. Même s'il il ne peut pas être ami, copain et copain avec tout le monde, il doit avoir de bons rapports parce qu'il a besoin de l'information, il a besoin d'aller vers ces gens-là pour pouvoir avoir la matière première et faire son travail. Vous savez, et je vais faire une parenthèse en disant que nos pays, comparés aux pays développés, on a un parcours démocratique qui date peut-être de 60 ans, puisque le Togo vient de fêter ses 60 ans d'indépendance, mais Un parcours démocratique. un parcours démocratique qui date de moins de 60 ans, Oui. peut-être même de 30 ans, si on part des années 90. D'accord. Donc, mais les grandes démocraties, c'est un parcours de plusieurs siècles. Donc, acceptons aussi que, en réalité, la vie d'une nation, c'est un parcours, c'est une construction. On ne saute pas du jour au lendemain pour construire l'idéal. L'idéal vient par le travail et le temps que le temps l'apporte. D'accord. Le journaliste aussi que nous sommes, nous n'allons pas dire, mais qu'est-ce que nous avons gagné à part la dépénalisation? Mais qu'est-ce que nous-mêmes nous avons fait après la dépénalisation? Posons-nous la question individuellement, moi journaliste, qu'est-ce que j'ai fait pour faire évoluer mon métier? C'est ça ce que on nous dit. On ne doit pas demander qu'est-ce que l'État fait pour nous, mais qu'est-ce que nous faisons pour notre corporation? Est-ce que nous sommes le bon exemple? Est-ce que nous montrons aux générations le bon exemple? L'idéal que nous cultivons, est-ce que ça se transparaît dans notre comportement? C'est les éléments essentiels que nous devons. Sur la question de l'exemple, Olivier Adja, franchement, est-ce que vous, personnellement, est-ce que vous êtes un bon exemple? Et j'essaie d'être un bon exemple. J'essaie. Ok. Mais c'est les autres qui peuvent apprécier si je le fais bien ou pas. Bien. Non, la question des rapports avec les milieux politiques, notamment le gouvernement et la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, a écouté Olivier Adja, il semble dire que c'est sur la tête du client. Est-ce que l'idéal ne serait pas de se battre pour l'ensemble de la corporation, individuellement, que chacun se débrouille dans ses rapports avec les pouvoirs publics? Mais je crois que c'est de ça qu'on parle depuis, même si on ne le dit pas exactement comme cela, c'est-à-dire ça ne peut pas, si une fois qu'on pense l'intérêt personnel ou on pense à aller individuellement, on ne pourra jamais arriver. Je parlais tantôt de la presse togolaise et de ses difficultés et tout ça. Dû à quoi? Dû au fait justement que on ne pense qu'à son petit ventre ou à son petit intérêt, et on oublie que c'est quand on aura l'intérêt général que ça peut répercuter sur l'avenir. Mais non, le journaliste togolais, qu'a-t-il, le journaliste togolais, la seule chose qu'il peut faire pour se dire est-ce que je suis un bon exemple, c'est de respecter les verbes du boulot, c'est de faire le journalisme, d'éviter de rester dans un rôle de communicateur. Le jour où il décide de devenir communicateur, il va rester dans son rôle de communicateur pour une institution ou pour je ne sais pas quoi, une entreprise là-bas. Mais une fois qu'il dit je suis journaliste, qu'il reste dans son rôle de journaliste, qu'il fait du journalisme. C'est-à-dire, faisons du journalisme, moi je dis, une fois qu'on fera du journalisme, qu'on fera l'effort, quel que soit l'ami qu'on a en face, et quelle que soit l'institution, quelle que soit la société, mais tant que la personne est dans des dérives, a commis des actes délictueux, que tu sois capable de dénoncer, à défaut tu te tais, mais pas de faire le contraire. C'est tout ce qui nous tue dans ce pays. Dans un instant, les auditeurs vont participer à l'émission comme c'est de tradition. Ils vont poser des questions, ils vont demander des éclaircissements. Mais il y a cette réalité, je ne sais pas si les togolaises, que les journalistes soient très présents dans les médias presque chaque jour. On vous écoute dans les débats et vous intervenez, et parfois à la place des acteurs politiques. Comment comprenez-vous ça? Non, c'est notre rôle. Nous sommes dans notre job. Mais quand on parle de communication politique, ils sont invités, les politiques, je ne parle des politiciens, les hommes politiques, que ce soit les femmes politiques, la politique, et la presse. C'est eux qui animent la vie publique. Tout ce qu'on est en train de dire ici,
Je ne vais pas me présenter dans mon quartier, prendre les mégaphones, commencer par en parler. J'ai un créneau pour le faire. C'est ça le rôle du journaliste. C'est pourquoi on est parti de la liberté, qui est une faculté, on est venu au droit, qui est devenu une prérogative. Donc, Qui revient seulement aux journalistes. Donc, le droit d'informer revient aux journalistes. Je suis d'accord. Ce que vous dites n'est pas que togolais alors. Ce n'est pas que togolais. Le fait que, par exemple, les journalistes prennent carrément la place des hommes politiques sur des médias. Non, le journaliste peut intervenir dans le débat politique. Je suis d'accord. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression, en écoutant les médias togolais, que les journalistes tentent de prendre carrément la place des acteurs politiques? Peut-être on peut avoir cette impression. Tout dépend du degré de démocratie dans lequel nous sommes. C'est vrai que dans des vieilles démocraties, ça ne se sent pas. On a, si je me souviens encore dans les années 90, on avait une presse de combat. On appelait la presse privée la presse de combat. Et est-ce qu'on a déjà gagné ce combat? Je ne le pense pas. Je vais poser la même D'autres question. sont encore certains médias sont encore dans cette lutte. D'autres se disent que bon, on est arrivé à un degré où il faut accompagner le pouvoir. Bien, je vais poser la même question à Olivier Adja. On a l'impression que les journalistes togolais, un certain nombre, prennent carrément la place des acteurs politiques, au point même que dans certains studios, ils essaient d'en venir ou ils tentent d'en venir aux mains. Est-ce que c'est ça aussi le rôle? Non, et c'est une bonne remarque que vous avez faite. C'est-à-dire que le journaliste ou un certain nombre de journalistes sont devenus pratiquement des porte-parole des partis politiques, que ce soit du gouvernement ou de l'opposition. Et on a l'impression parfois que les leaders politiques même se mettent derrière les journalistes et les poussent à aller parler à leur nom. Je crois que ce n'est pas une bonne chose. Et les populations nous le disent parfois que ce n'est pas une bonne chose. Vous ne pouvez pas écouter, ou un journaliste ne peut pas venir à votre micro et dire qu'il y a une marche, j'appelle les populations à descendre parce que voilà, il faut. Je crois que ce n'est pas le rôle du journaliste. Ce n'est pas le rôle. Et ni aussi un journaliste ne peut pas venir et dire que non, le pouvoir veut faire ci, donc soutenez-le, faire ci, faire ça. Non. Je crois qu'on doit apporter l'information et analyser si possible. Mais pas lancer des mots d'ordre. D'accord? Ça arrive. On les met dans la catégorie des travers que nous disons et nous devons faire l'effort de les améliorer. Loïc Lawson va réagir d'abord sur cette question. Je vous ai donné la parole, vous avez parlé. On va écouter Loïc sur la même question. C'est-à-dire? Mais sur cette question qui, pour un certain nombre... Non, on ne va pas se cacher la vérité. Ce que vous dites est vrai. Les journalistes ont pris carrément le débat. Le débat politique, c'est vrai, il doit revenir aux journalistes. C'est leur rôle. Mais sauf qu'ils jouent maintenant carrément le rôle des politiciens. C'est-à-dire, le politicien, parfois dans son bureau, il téléguide des journalistes depuis le studio. Ça existe partout, mais chez nous, c'est tellement, c'est à la mode. Et il suffit d'écouter nos concitoyens qui parfois sont dégoûtés par les débats. Ils sont obligés de changer des chaînes à chaque fois en se disant mais ils racontent quoi? Parce que les journalistes pensent tellement qu'ils sont intelligents, oubliant que ceux qui les écoutent sont plus intelligents qu'eux, que quand ils sont là à tourner dans les studios, et c'est ce que j'ai dit, le journaliste est là à vouloir être à la place de l'homme politique et à défendre ce que cet homme politique ne peut même pas défendre. Une anecdote, si tu me permets, une petite anecdote, juste 30 secondes, c'est quand je me retrouve dans le bureau d'un homme politique qui écoutait un débat comme ce qu'on est en train de faire et qui demande mais qui lui a dit de raconter tout ça? C'est-à-dire tellement il défend la cause de l'homme politique, c'est-à-dire de son groupe, que l'homme politique trouvait que c'était trop et disait mais qui lui a dit? Mais c'est ridicule, Loïka, qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vos amis là font? C'est pour dire que bien que le monsieur soit d'un camp ou du gouvernement, il était contre la manière dont on défendait l'indéfendable. Bien, merci.
Oui, J'avais utilisé une expression, je pense que je parlais tantôt, tu avais dit que tu voulais revenir là-dessus. Je parlais tantôt de clochardisation. Absolument. De la corporation. C'est très dangereux ce que nous vivons. Ce que nous vivons. La corporation, une partie de la corporation. Parce que c'est clair aussi que. Une grande partie, au fait. Ouais, une grande partie. Pas toute la corporation, mais une grande partie. Et une dernière anecdote, si tu veux. Et celle-là, c'est tellement récent. Et ceux qui peuvent comprendre, comprendront. Un journaliste a récemment écrit un test, excusez-moi, suite, et paix à son âme, au décès de notre confrère Dominique Aïssou. Je ne veux pas parler des activistes qui parlent sur la toile et qui ont raconté n'importe quoi, sans respect pour la mémoire des disparus. Et une autorité, pas des moindres, partageait le test entre eux. Entre eux, c'est-à-dire se le partager entre eux, membres du gouvernement. Et le commentaire, puisque les journalistes critiquaient les journalistes, nous journalistes par rapport à notre comportement. Et par erreur, par mégarde, en envoyant dans les envois, il fait erreur, il envoie en privé à un autre journaliste, avec le commentaire qu'un autre collègue membre du gouvernement a fait. Le temps qu'il supprime, le journaliste a été vigilant, il a lu. Et pour lui prouver qu'il a lu, le journaliste lui répond. Et comme il sait que finalement le journaliste lui dit, votre confrère qui a écrit ça, il a quand même raison. Hein. Vous devez réfléchir à revoir votre comportement et votre profession. Membre du gouvernement a un poste très élevé. C'est pour dire que quand reconnaissons, regardons-nous dans la glace pour reconnaître que nous ne faisons pas bien notre travail comme il se doit. Bien, merci. Nous sommes avec 3 confrères qui sont responsables d'associations de presse. Olivier Adia du CONAP de la Topel, Isidore Akola de PPT et puis Luc Lawson de la section togolaise de l'UPF. Nous avons maintenant la possibilité d'inclure des auditeurs dans ce débat pour qu'ils puissent poser des questions. Et ils ont l'habitude de vous écouter et de lire vos écrits. Peut-être que c'est l'occasion de savoir un peu plus sur ce que vous faites. Je rappelle les numéros 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. Allô, bonjour. Allô. Oui, votre nom? Pélé, comment vous allez? Ok, Pélé, vous êtes en direct et votre réaction? Ma réaction d'abord pour la presse congolaise, je pense que c'est un problème. La presse congolaise, surtout. Je peux dire que la presse congolaise, pour moi, est le premier pouvoir. On va me dire que c'est le premier pouvoir exécutif qui est le chef de l'État qui ne parle pas. Le deuxième pouvoir, c'est l'Assemblée qui ne parle pas. On ne voit rien à l'Assemblée. C'est-à-dire, on va nous dire que l'Assemblée, la porte est ouverte, que la population peut venir, mais et les gens du 5 est-ce qu'ils peuvent venir? La TVT peut vous faire clair ce qui se passe à la à l'Assemblée. Le troisième pouvoir, c'est la justice. Est-ce que le procureur n'arrive pas au service pour voir tout ce qui est braqueur, tout ce qui se passe dans le pays, les mal qui se passent? Est-ce que le procureur n'arrive pas à agir? Non, il n'agit que au niveau de la politique. Mais le quatrième pouvoir, c'est la presse. C'est seule la presse qui existe. Les journalistes qui sont devant vous là-bas. Tous. Mais si on parle aujourd'hui de la politique, on va nous dire que bon, les politiciens ils sont perdus parce que l'opposition se fait entre eux-mêmes, ils se compétissent entre eux-mêmes. D'accord? Mais la presse, les journalistes, ils font vraiment leur effort et je les félicite. Mais sur le plateau là-bas, je peux dire que si on va nous dire que les presse voyagent avec le président de la République, quelle presse qui critique le président qui va voyager avec le président? Jamais, vous ne pouvez pas voir. Alors bon, si le président ou bien la présidente fait que bon, les gens nous critiquent, allez visiter, allez voir ce qui se passe à la présidence et puis exécuter ça dans la population, on ne voit pas. Le peuple, comment je vais dire, le président ou bien la présidente ou bien le pouvoir corrompt la presse et il ramasse certains journalistes à sa faveur. C'est ça qui est mauvais. Oui, Pélé. Oui. On a compris, vous avez été relativement long. On va laisser la possibilité à un deuxième auditeur, lui aussi, d'intervenir dans ce débat. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, votre nom? Oui, allez-y. Bon, je
pense que les journalistes en communication ne fera pas son travail en général. Par exemple, en tout cas, en ce même cas de moi, il y a les braqueurs qui ont tiré sur les gendarmes à Mambo. La communication n'a pas fait son travail. Communication privée, communication nationale n'a pas été faite. Les braqueurs ont pris les gens aussi au niveau de la route, on en a parlé. Donc, ils ont essayé de la communication n'a pas fait son travail. Bon, la deuxième préoccupation, les journalistes voulaient, et eux-mêmes sont devenus des partis politiques. D'autres journalistes sont là pour défendre le pouvoir, d'autres journalistes sont là pour défendre l'opposition, ainsi que les civils aussi. Or que quand on parle, un journaliste vient mandater, il dit qu'au ministre est indépendant. Donc moi, c'est ça qui me fait que au Togo, la journaliste comme le civil, ils ont les partis avant de décider Bien, merci. Merci beaucoup Ali pour votre commentaire. Après Ali, un troisième intervenant dans cette émission. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, votre nom. C'est Bouzambo. Oui, allez-y. Bonjour à notre invité. Mais en fait, ils sont trois, les invités. J'aimerais dire que nous sommes tous des Togolais. Il faut que le gouvernement sache que les journalistes sont des députés du gouvernement. Si un journaliste critique un gouvernement, ça veut dire que ça dit la vérité. Il faut que le gouvernement prenne le façon de aller regarder ce que le journaliste est en train de dire, c'est bon ou c'est mauvais. Les journalistes ont dit dans ce pays qu'on a pillé 26 milliards. Le même professeur a porté plainte contre le journaliste. Je veux que les journalistes soient solidaires contre vous. Vous avez fait quelque chose qui est très bon. Vous avez fait une solidaire contre les ministres là. Aujourd'hui, on ne sait pas où se trouve la terre. La terre est close. Et tout le monde ne dit rien jusqu'à présent. On a bloqué votre radio, Sapi FM. Donc, je ne sais pas si c'est bloqué ou pas. On fait une débat sur Sapi FM tous les jours à 11h bien à midi. Sapi FM, je ne sais pas pourquoi ce débat a été interrompu jusqu'à présent. Et vous ne dites rien, et vous n'avez pas fait quelque chose comme si vous avez apporté quelque chose à votre collègue Sapi FM. Jusqu'à présent, on n'entend rien. Donc, pour les journalistes, si on vous a donné le parole de parler, vous n'avez même pas parlé, et vous les auditeurs, comment on va dire? On va faire de tout. Donc, on dit les libertés d'expression, c'est pas aller chercher des faux et véhiculer les médias. Si la vérité, si l'explique quelque chose qui dit, si c'est la vérité, il faut que les autorités sachent qu'ils doivent aller courir, voir si c'est la vraie, si c'est le vrai. Bien, merci. On doit arrêter la personne, mais dans notre pays, qui dit la vérité au gouvernement, donc qui est opposant. Merci beaucoup Bozambo pour votre intervention depuis nous CAFO. Nous avons une série de 3 questions. Nous allons avoir vos réactions. Vous avez écouté d'abord à Colo, vous avez écouté les 3 intervenants et une réaction. Non, c'est ce que nous venons de dire, ils ont corroboré tout ce que nous disons. Et que le journaliste a plutôt tendance à devenir une caisse de résonance des partis politiques. Moi, je maintiens que le journaliste a droit d'intervenir dans le débat politique, mais ne peut pas prendre la place du politique. C'est très important. Sinon, ce pays ne peut pas avancer. Le journaliste a droit de regard sur la gestion du pays. Et quand tu critiques la gestion du pays, c'est pas que tu es contre le gouvernement. C'est ça sa responsabilité sociale. Je maintiens ça. Et je ne serai jamais la caisse de résonance de quelque parti politique que ce soit, ni du gouvernement, ni de l'opposition, mais je serai toujours, et ça c'est notre rôle, l'avocat de la veuve et de l'orphelin, la voix des sans-voix. C'est notre attribut. Bien, merci Loïc. Parmi les interventions, il y a cet aspect-là
les journaux sont limités à Lomé, il se passe aussi des choses à l'intérieur. Ce qu'il a dit est pertinent, c'est qu'il a dit pertinent. Mais ça pose encore une question, la question des moyens, parce que pour avoir un correspondant à Barkwasi ou à Mango ou à Dapang, comme il dit, il faut que le correspondant ait déjà lui-même, et qu'il faut que le média ait les moyens de mettre le correspondant à l'aise pour qu'il puisse faire le travail et de faire le retour. Donc ça pose toujours un problème de moyens et de survie dans laquelle la presse togolaise est, et qu'on n'a pas malheureusement touché réellement dans le débat. Oui, c'est la précarité partout, hein. Même, vous voyez, avec la situation actuelle de la pandémie, il n'y a plus d'entrée, il n'y a plus de publicité, même les radios, je n'entends plus qu'une publicité, mais c'est nous qui sommes plus sollicités, les radios sont plus sollicitées, et on fait un programme et sans même vous aviser que tel passera. Mais quelles sont les mesures d'accompagnement? On n'en voit pas. C'est très important, c'est le moment de le dire. Une presse qui vit dans la précarité ne peut pas faire un bon boulot. C'est très important. Il faut avoir un cœur pour pouvoir le faire. Et c'est un sacerdoce que certains puissent continuer à exercer ce boulot malgré l'insuffisance des ressources. Parmi les questions aussi, la première personne à intervenir, il parlait des voyages du chef de l'État. Olivier, vous avez déjà voyagé avec le chef de l'État? Bien sûr. Comment ça se passe? Bon, comment ça se passe? Vous êtes sollicité donc à faire une mission donc, avec le chef de l'État et assurer la communication autour de son déplacement, c'est tout. Je crois que je ne suis pas le seul autour de cette table, mais j'ai eu la chance et je rends grâce à Dieu. Et au nom de mon agence de presse AfriPresse, je l'ai fait. Et je crois que fondamentalement, c'est aussi par rapport au travail que l'organe abat, donc qu'il est invité. Maintenant, je ne le pense pas. Ce sont les choses telles qu'elles sont. Je ne le pense pas. La question qui se pose... Comment ça se passe? Ça, je sais. J'ai pas fini mon propos. Non, Olivier, attendez. Comment ça se passe? C'est à la carte du client. C'est à la tête du client que ça se passe. C'est-à-dire le courage de le dire. C'est-à-dire il y a certains organes qui y vont tous les jours. Depuis que ça a commencé. Non, mais en fait, c'est clair. Le chef d'État ne voyage pas tous les jours. Mais tous les jours, les gens sont en deux avions. On en connaît, on ne va pas ici citer des noms. Donc vous... Et moi, je n'ai jamais été sollicité. Ouais. Est-ce que si vous êtes sollicité... Est-ce à dire que je fais un mauvais boulot? Ok. Si vous êtes sollicité, vous y allez. Mais si je suis sollicité, je vais y aller et je vais faire un rendu et non la communication, comme vient de le dire mon confrère. Okay. Et je n'ai pas dit que moi je suis une agence de presse, je suis dans le factuel, je le répète encore. Mon premier voyage a été effectué avec Liberté, le journal Liberté. J'ai voyagé avec le journal, au nom du journal Liberté avec le chef de l'État. Je ne dis pas que c'est les meilleurs, non, mais je crois qu'il y a des critères d'appréciation. Et entre-temps, qui sont propres à la présidence? Oui, bien sûr, moi je n'ai pas imposé des critères, mais comprenez que lorsque mon confrère sera appelé, je suppose qu'il ira. Comme moi, lorsque je serai appelé... Il a déjà accepté, il a dit qu'il ira. Donc, je crois que... Mais je viens de faire un rendu. Oui, bien sûr, il faut faire un rendu. Je ne dis pas qu'il faut venir. Et on n'a jamais demandé à quelqu'un de venir louer le chef de l'État. C'est la question de voyage avec le chef de l'État. Je ne sais pas si Loïc il a déjà effectué. Vous l'avez fait une fois déjà? Bien sûr. Oui, en fait, comment ça se passe? Est-ce que vous avez l'impression que c'est sur la carte, comme semble le dire Isidore Kolo? Certains sont privilégiés. C'est un sujet assez délicat et pour lequel, honnêtement, je sais qu'au niveau de la corporation, il y a beaucoup de mécontents et beaucoup parce que justement, la manière de choisir, que personne ne dira que c'est le président de la République qui choisit. Même si on veut faire croire aux Togolais que c'est, en tout cas aux journalistes qui se plaignent que c'est le président de la République qui choisit les gens. Mais non, les journalistes ont toujours voulu que ça soit une rotation, ou du moins c'est les médias ont préféré que ça soit une rotation, et enfin que tout le monde puisse aller et revenir faire son compte rendu de manière fidèle. Et comme ça s'est passé. Donc moi, à ce niveau, je crois qu'il y a la cellule de communication qui est aujourd'hui au niveau de la présidence, qui sans doute avec peut-être le nouveau mandat essayera de faire les choses de manière plus éthique. Oui, mais moi j'aimerais rebondir. J'estime que ce n'est pas du pain ou du gâteau qu'il faut distribuer à tous. Peut-être si on est 1000 ou 2000 journalistes, il faut distribuer à tous les 2000 journalistes. Quand on prenait le Bénin ou certains pays, c'est les mêmes journalistes. Si c'est 3, durant le quinquennat,
C'est les 3 Non, ou non, 4 non, non, qui non, voyagent. non, le Bénin, Et non, il y non, a- non, 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 je non, dis, non, non, je non, donne non, un non. exemple. Non, non, il ne faut Quand pas vous donner prenez le Bénin Bénin pour en certains disant que c'est pays, 3. non, je ne dis pas que c'est 3. Je dis quand vous prenez, c'est-à-dire il y a une liste, on ne fait pas de rotation. Non. Donc ça veut dire tout simplement que chaque pays et chaque gouvernement a son appréciation. Au Togo, nous voulons que ça soit tournant et que tout le monde puisse avoir la chance Tel de n'est le pas le faire. cas. Tel Oui, n'est pas le donc, cas. Le courage de le dire. c'est un plaidoyer. En tout cas, C'est un plaidoyer. C'est que j'ai Je un crois plaidoyer. Ça doit être Ce un que, plaidoyer. ce que j'ai compris, c'est que Un plaidoyer. c'est finalement c'est un privilège quand même. C'est un privilège pour certains. De voyager pour le chef de l'État. Mais pour chaque chef d'État, c'est un privilège pour un citoyen de voyager ou d'être avec un Ok, bien, merci. C'est clair que ce débat, on ne va pas pouvoir le finir ici. Mais il y a quand même parmi les questions aussi cette intervention liée à la situation spécifique de Taxi Presse, une émission qui passait sur Taxi FM entre 11h et 12h ou 12h30. Et cette émission ne passe plus. Est-ce que vous avez un commentaire à faire? Puisqu'il y a un auditeur, Bozabo, qui est intervenu là-dessus. Parce que tout le monde s'est tu. Oui, non, pas tout le monde. Pas tout le monde. Et comme tu dis, c'est ça la spécificité de la presse togolaise. Par exemple, au flambeau des démocrates, pendant longtemps, on a consacré notre œillet à la une avec l'hashtag rendez-nous notre émission. Et on a voulu nous rappeler alors, on a dit non. Et quand il s'agit des médias, moi je reste intransigeant. Il n'y a pas de compromis. Donc vous avez prêché dans le désert. J'ai prêché dans le désert. Mais justement parce qu'on ne sait pas être fort. Si on sait s'unir, si on sait tout le monde être unis autour d'une même action, ça donne des résultats. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on remarque? Quand un média a un problème au Togo, tu vas voir les gens se taire. Les responsables des médias, les organisations de presse, tout le monde se taire. Et au finish, on te sortira la fameuse phrase, on est dans les couloirs. Des couloirs qui ne donnent jamais de réponse. Et c'est ça le drame. Maintenant, partout, on ne va pas réinventer la roue. Partout dans le monde, c'est comme ça se fait. Quand un média est en difficulté, on se met ensemble et on dénonce. On exige la réouverture tout le temps. C'est un peu une méthode un peu à la carte et au parti politique, car vous mettez la pression et vous êtes ouvert aux discussions. Mais on sera là, LCF a été fermé, n'oubliez pas. Là, une émission importante est partie sur Taxi. Je ne sais plus. Entre-temps, il y a eu 2 journaux de la place qui ont été, pour faute lourde, suspendus. Ainsi de 3. Ainsi, demain, ça serait ce que j'ai dit aux gens. Ne pensez pas comme Adler l'a dit un confrère dans le studio que avec les institutions, les rapports, c'est selon la tête de la personne. Si on le fait comme ça, on va tous ces matins être fermes. Bien, merci. Rapidement. Bon, il y a des J'ai beaucoup de questions pour vous. Oui, au fait, ce que l'auditeur dit est une réalité. Et moi, j'ai eu à approcher le directeur de cette radio. Il a dit que, bon, pour le moment, ce n'est qu'un aménagement de leur grille. Et que tôt ou tard, ça va revenir. J'ai même eu à approcher l'animateur, qu'on appelle-t-on Eric Gato. Qui dit que bon, c'est une décision interne à la radio. Ce n'est ni la HAC, ni quelque autorité qui a demandé qu'on suspende. Mais que, selon les informations que moi j'ai eues, cette émission gênerait certaines autorités. Bien, merci. Et ça, bon, on n'est plus rien. On ne peut pas exiger une grille à une radio. Bien, merci. Nous avons d'autres questions ici. Il y a cette question qui fait la suite de l'intervention de Loïc Lawson par rapport à la suspension d'un certain nombre de journaux. Il dit, est-ce qu'en Amérique, un ambassadeur togolais peut saisir l'organe de régulation des médias sur une parution d'un journal? L'ambassadeur togolais, l'organe de régulation suspend cette presse. En fait, il veut faire allusion à la situation de fraternité, d'alternative et de liberté des journaux qui ont été suspendus. Oui, il y a cette question-là qui a fait débat. Un mot qui veut prendre la parole? Non, mais je pense que sur ce sujet, à Color, avec le PPT a eu à faire sortir un communiqué là-dessus. Et au niveau de l'UPF, on l'a fait aussi. Et c'était délicat, encore que l'UPF, on parle de la presse francophone, on a des très bons termes avec l'ambassade de France, l'ambassadeur qui aussi, parce qu'il s'agit de la francophonie. Mais on s'est dit, quel que soit le rapport, moi je suis dans cette logique, et quels que soient les intérêts, tant que c'est la presse qui est touchée, je pose d'abord ce qu'on appelle
C'est-à-dire, le B.A.-ba, c'est d'abord l'action de principe. Le principe veut que je fasse ça. C'est comme cela, ça se fait universellement. On ne va pas réinventer la roue. Et après, on peut faire des discussions pour aller. Et donc, ce truc qu'il a dit, l'ambassadeur, je crois que ça a été un peu maladroit et tout ça. Mais comme quelqu'un l'a dit encore tout à l'heure, nous avons des institutions qui sont aussi un peu faibles. Elles sont aussi un peu faibles. La preuve, moi, suite à ce communiqué, même au sein de la HAC, les gens ont trouvé que le communiqué, il est logique, il est normal. On doit dénoncer quand ce n'est pas bien. Mais l'ambassadeur n'était pas dans son rôle, peut-être. Parce que tu sais, selon la convention ou comment ils appellent ça, de Vienne même, l'ambassadeur n'a pas à aller dans une institution de la République. Quel que soit le pays. Ils ont une charte comme ça de Vienne qui interdit à un diplomate de saisir directement une institution. Le diplomate passe toujours par le ministère des Affaires étrangères. C'était une erreur. C'était une erreur. Mais comme les médias même, comme j'ai dit encore au Togo, on ne joue pas notre rôle. Quand l'autre a des difficultés, on est content. On est resté là. À jouer le couloir. Et jusqu'à ce que c'est resté, la décision est restée maintenue et les journaux sont en train de la suivre jusqu'à la fin. Et demain, je crains que ce soit quelqu'un d'autre, et un autre, jusqu'à ce qu'on soit davantage affaibli. Bien, merci. Nous allons retourner au téléphone pour avoir d'autres questions, puisque vous êtes là et les auditeurs également nous attendent avec leurs questions. Allô? Allô, bonjour. Gérard, allez-y. Bonjour, les invités. Bonjour. Bonjour. Vous savez, la presse togolaise, pour en dire, on ne va pas finir pendant une journée. Mais ce que moi je vais dire, c'est que il y a une presse où on ne sent pas l'objectivité et l'impartialité dans la plupart des lignes éditoriales de ces journalistes. C'est-à-dire que nous avons une presse qui est au diapason pouvoir et une presse qui essaie de défendre la cause du citoyen, et il y a l'autre presse qui joue le rôle de l'opposition. Évidemment, moi quand je prends par exemple Loïc Lawson, je l'apprécie. Quand je prends Ferdinand Aïté, je l'apprécie. Et j'ai l'impression que ces journalistes-là qui essaient d'être au milieu sont chaque fois poussés par la haine. Moi je crois que cette institution même, on doit tout faire pour l'éradiquer dans le plateau. Elle est là, elle travaille pour le pouvoir. Et quand une presse veut dire un peu la vérité, ça finit. Maintenant, concernant les médias publics, moi je dis que ce ne sont pas des médias publics, ce sont des médias qui travaillent pour le pouvoir en place. Ce qui fait qu'il y a des informations qui passent déjà par la presse privée, il y a des heures, avant que, quand on voit que voilà, attaque la honte, et on ne commence pas à publier. Je donne l'exemple de la mort de Edel Kodo. C'est normalement que la presse publique qui devait normalement dire que voilà, Edel Kodo n'est plus. On n'a pas dit ça, on a attendu 6 jours pour dire ça. Ça veut dire que les journalistes de la presse publique ne travaillent que pour le chef de l'État et ils sont là pour lui. Maintenant, la question que je vais poser à M. Loïc Lawson. Pensez-vous que, je sais que vous venez de le dire, mais pensez-vous que l'ambassadeur de la France au Togo avait raison pour pouvoir assigner Loïc Lawson, Ferdinand et les autres à la HAC pour que la HAC, sans faire d'enquête, sans faire d'études, de bonnes études, sanctionne votre confrère. Bien, merci. Je crois que vous avez déjà répondu à cette question. Et on verra. Alors, un deuxième auditeur après Gérard. Je prie l'auditeur d'être un peu plus court. Allô? Bonjour. Bonjour, M. Pierrot. Oui, votre nom. C'est M. Pop. Oui, un peu plus court. Allez-y. Ok, je salue les invités. M. Pierrot, je voudrais demander à quel confrère, quel collègue, lorsque une organe de presse a des difficultés avec les institutions de la justice, comme M. le vient de dire que les gens qui sont dans le couloir, qu'est-ce qu'ils font exactement dans le couloir? Est-ce que la situation s'est difficile? Concernant la fermeture de SS dans ce pays, j'ai entendu des journalistes, ni sur des radios, et sur des gens pensent que c'est en prenant du tango dans les rues qu'on va ouvrir SF tout ce temps. Mais au bout d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont fait dans le couloir? Qu'est-ce que ça a donné? Je
ne sais pas qui c'est invité peut nous répondre à cette question, je leur pose la question. Et pour terminer, concernant les informations qu'on doit donner à la population, le constat de l'information officielle, et on dit toujours qu'on doit s'en tenir aux informations officielles, des fois on trouve que ces informations que l'officiel donne est fausse, mais on est obligé de s'en tenir à ça. Est-ce que le journaliste est obligé de s'en tenir aux informations officielles qui sont fausses? Bien, merci Kokou. Un dernier auditeur, allô? Après Kokou, un dernier auditeur, allô? Bonjour. Oui, bonjour le plateau. Oui, votre nom? C'est comme Oui, allez-y. J'aurais bien avoir beaucoup de questions, mais je vais me résumer en deux. La première question, c'est de savoir qu'appelle son débat contradictoire. Est-ce qu'un débat contradictoire est forcé? Et cela peut se faire dans une dictature? C'est la première question. Deuxième question, je tiens à vous féliciter pour les journalistes togolais et surtout les journalistes d'investigation. C'est à ce que par le cœur de leur boulot. Mais à chaque fois, je ne comprends pas le mépris de nos gouvernements. En l'occurrence, de la tête jusqu'au ministre. Et je prends en référence les dernières informations sur la question de la crise sanitaire. On avait déployé 2 milliards pour gérer les urgences. Je veux savoir combien la presse a pris dans ça. Après, on a fait une mobilisation de 400 milliards pour gérer la crise sanitaire. Le ministre en tutelle même a reconnu que pour sensibiliser à cette période, on ne doit plus faire du porte-à-porte pour que les gens se présentent en face des citoyens, mais on peut passer par la radio, les presse pour pouvoir toucher le citoyen lambda. Mais pourquoi dans les 400 milliards qui ont suivi les 2 milliards, la presse togolaise a eu 0 compte? Bien, merci. Nous avons donc la série de questions. Vous voudrez bien réagir. Qui prend la parole en premier? Olivier Adia? Non, je ne dirais pas que la presse togolaise a eu 0 francs. Et aujourd'hui, l'information a fait le tour donc, des réseaux sociaux comme quoi l'aide de l'État à la presse d'abord a été débloquée par anticipation. Parce que c'est, je crois, en fin d'année qu'on a l'habitude de voir cette aide, mais grâce donc, au plaidoyer, l'aide a été débloquée. C'était une aide de 100 millions, ce qui ne suffit pas, il faut le dire. Mais l'année prochaine, normalement, l'aide devrait être montée à 150 millions. Donc il y a eu, je sais pas, une anticipation aussi de ce déblocage. Donc ces 50 millions sont venus s'ajouter à cause de la situation. Donc je crois qu'il y a des efforts qu'il faut saluer, même si c'est infime. Mais est-ce que ça a un rapport avec le travail que font les journalistes par rapport à la sensibilisation au Covid? Non, ben, les 50 millions qui ont été ajoutés, on nous a dit que c'est pour soutenir les médias par rapport à la situation sanitaire qui est Mais ces 50 millions viendront quand? Non, c'est déjà là. C'est déjà là avec l'aide de l'État à la presse qui est sortie. Donc, c'est un plus qu'il faut apprécier, même si ce n'est pas suffisant. Mais il faut dire que derrière, il y a eu des coulisses, il y a eu des négociations, il y a eu des discussions qui ont amené à ça, même si les coulisses peut-être ne sont pas appréciées. Je crois que c'est aussi une méthode de travail qui est propre à certains. Et à côté du bruit que les autres font pour, voilà, donc à l'avantage des médias et les coulisses, qu'est-ce qui a marché? L'histoire nous retiendra. On a parlé de RCF, on a fait des marches, on a fait du tapage, mais est-ce que ça a pu changer quelque chose? Même les couleurs n'ont pas marché. Donc les couleurs aussi n'ont pas marché. Donc que chacun s'en tienne à sa stratégie. Peut-être un jour, on verra bien ce qui va marcher. Il y a la question sur le débat contradictoire. Est-ce que c'est possible dans une dictature? Je ne sais pas si le Togo est une dictature, mais dans le Togo, est-ce que le débat contradictoire... Il ne faut pas qu'on quitte rapidement sur cet aspect de la chose. Quel aspect? L'aide substantielle aux médias en cette période. Il ne faut pas confondre les choses. L'aide de l'État à la presse, ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle d'une aide substantielle pour venir en appoint aux médias qui aujourd'hui n'ont plus de publicité, ne fonctionnent plus comme avant. Partout ailleurs, ça s'est passé. Mais nous dire qu'on a débloqué l'aide de l'État à la presse qui est un acquis,
même si ça peut venir en décembre et que on a anticipé, c'est un faux problème, c'est un faux débat. Nous étions, je crois il y a de cela un mois et quelques, que le ministre de tutelle nous avait invités pour échanger. Et il nous avait donné la parole qu'il va rapporter à qui de droit nos doléances pour qu'on puisse venir en aide aux médias. Moi, j'attends toujours cette aide-là. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'aide de l'État à la presse est conditionnée par des critères. Et ce n'est pas tout le monde qui peut en bénéficier. C'est très important. Ne nous contentons pas des miettes. Je sais tout ce que les couloirs dont qu'on appelle-t-on Olivier parle. Je fais partie des gens qui avaient initié cette rencontre, même si je n'étais pas dans l'équipe. Le PPT a participé à cette structure. Mais on ne faut pas qu'on nous dise que c'est l'aide de l'État à la presse qui vient remplacer l'aide de l'État à la presse, c'est 100 millions. Je n'ai pas dit qu'il vient remplacer. Oui, mais 50 millions, mais quand même, 50 millions ne peut pas aider les médias en cette période. C'est la même question. Mais on dit là, c'est 50 millions, oui, ça vient en appui. C'est la même question, le Classon. Non, ben, je ne sais pas, que veux-tu que je réponde. Moi, quand j'ai fait 2 analyses de la chose, parce que justement, même ceux qui disent c'est l'aide de l'État à la presse, ou bien c'est un ajout, comme je dis, on est dans un système, le Togo reste le Togo, les gens même ne comprennent pas réellement ce qui se passe. Mais il y a 2 analyses que je fais. Si l'aide de l'État à la presse de l'année prochaine devait être 150 millions, on en soit là, on nous dit que c'est l'aide de l'État à la presse. Si aujourd'hui on passe à 150 millions, on nous dit l'ajout de 50 millions, que c'est l'effort pour accompagner les médias, alors il faut mettre la part des choses, il faut faire la part des choses. Et dire que l'aide de l'État à la presse c'est 100 millions. Et les 50 millions, c'est pour tous les médias, pour leurs efforts. Parce que ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, si vous ajoutez, vous confondez les 50 millions dans les 100, il y a des médias qui sont exclus, pourtant ils font des efforts énormes dans cette histoire de Covid. Je vais parler rien que des médias en ligne. Les médias en ligne ne bénéficient pas. Alors que les 50 millions soient mis à l'écart et qu'on dise que c'est pour tous les médias, pour les efforts par rapport au Covid. Mais quand on reste dans cette confusion, il y a un problème. Est-ce que les 50 millions, si éventuellement ces 50 millions doivent être mis de côté, est-ce que c'est suffisant pour vous? Non, ce n'est pas. Ce n'est même pas. C'est-à-dire, vous voyez, c'est en cela que je dis, la presse togolaise elle-même est faite, elle s'est affaiblie, continue de s'affaiblir elle-même, juste parce que quelqu'un, 1, 2, 3 personnes peuvent trouver quelque chose, mais qui en réalité ne les préserve pas de l'avenir. Mais écoutez, faites un sondage un peu autour, dans les pays seulement qui nous entourent. Parce que moi, j'ai une petite chance dans des réseaux au niveau de l'international, et j'entends et j'ai les retours. Pour le Covid, on a vu des pays qui nous entourent, qui ont le même niveau que nous, qui n'ont pas parlé d'aide de l'État à la presse. D'emblée, on a dit, par rapport au Covid, on met 300 millions à la disposition des médias. Par rapport au Covid, on met 400 millions à la disposition des médias. C'est des chiffres que je donne selon les pays. Par rapport au Covid, on est allé jusqu'à 1 milliard pour le média. On n'a pas d'aide de l'État à la presse. Donc ne sois pas dans la confusion. Et on se fourvoie, on croit défendre et on se crée des problèmes encore. Et on nuit à notre métier et au développement, surtout à son développement. Je vous en prie. Donc, si l'État doit aider par rapport au Covid, les médias, ce n'est pas 100 millions, ce n'est pas 150 millions. C'est trop peu. Mettons l'aide de l'État à la presse. Le Covid, c'est qu'il mobilise. C'est que la presse togolaise fait depuis que le Covid est arrivé. Oh, à part les médecins, comme ils disent qui a fait ça. C'est-à-dire l'effort, en termes d'effort à quantifier. À part les médecins qui sont sur le terrain, qui se battent, celui qui travaille, qui fait du boulot, c'est les médias. J'aimerais ajouter une chose. Non, mais c'est ce que moi j'ai dit. Avant que tu ne termines, il a cité les médias en ligne. Il y a aussi les médias confessionnels
qui sont dans la lutte, mais qui ne sont pas éligibles à l'aide de l'État à la presse. Bien, on a compris. Oui, mais Olivier Adia. j'aimerais dire que les faits sont sacrés et le commentaire est libre. Moi, je n'ai fait que rapporter des faits par rapport à l'aide de l'État à la presse, ce qui s'est passé. Mais vous avez donné Par l'impression de vous... Non, par rapport aux de vous 50 contenter millions. de ce qui se passe. Vous avez donné cette impression. J'ai dit que ce n'est pas suffisant. J'ai aussi utilisé ce mot-là. Je crois que ce n'est pas suffisant qu'on nous donne aujourd'hui le milliard, on le prendra et on dira que ce n'est pas suffisant. Nous travaillons pour avoir plus. Quand vous partez de 50 millions à 115 millions, de 115 millions à 100 millions, aujourd'hui on est à 150 millions, je dis que c'est un pas. Ce n'est pas encore suffisant. Et il faut se battre pour que ça soit suffisant. Bien, merci. Et c'est ce que je Bien, dis. merci. Il nous reste encore 4 minutes. Il y a cette question qui a été laissée par un auditeur sur les débats contradictoires dans notre pays. Est-ce qu'il y a d'abord, dans les médias, vous sentez qu'il y a des débats politiques contradictoires? Bon, le débat, moi, à mon sens, est très passionné. On l'a dit, les journalistes, beaucoup parlent au nom des partis politiques. Donc, il faut peut-être faire d'abord l'effort. Et l'auditeur l'a dit, le débat contradictoire, est-ce que ça doit être un débat forcé? Est-ce que la contradiction doit être quelque chose qui doit être imposé? Non, on peut être autour d'une table et avoir la même compréhension des choses. Comme on peut ne pas avoir la même compréhension. Mais l'essentiel, c'est que c'est les argumentaires que nous avançons. Donc, moi, je crois que le devoir contradictoire nous aide à construire la nation, certes. Mais on ne doit pas forcer ce débat-là. Lorsqu'il n'y a pas de contradiction, que quelqu'un, pour la forme, ne se transforme pas en défenseur du diable. On a compris. Akolor, Isidore Akolor. Oui, le débat contradictoire, je pense que ça existe. Parce que tout ce qu'on vient de dire ici, nous n'avons pas le même point de vue. Il y a eu contradiction. Donc, le débat contradictoire existe. Même si des gens pensent que les journalistes ont pris la place des politiques, mais je continue à dire que c'est à l'image du pays. Ça finira par changer. Mais le journaliste est appelé à parler de la nation. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Je ne pense pas que, bon, aux auditeurs de juger hein, qui fait du bon boulot, qui ne le fait pas. Les auditeurs sont là pour en juger. Si on prend les débats contradictoires, on élève au niveau politique, il y a eu très peu de débats entre acteurs politiques dans notre pays sur Oui, c'est ça. C'est ce qu'il faut déplorer. Et ça doit commencer, et c'est la disposition. Même au niveau de la TVT, on n'en trouve plus. Pas seulement, il y a même sur les médias privés, ces débats contradictoires. Oui, on préfère prendre les gens un à un, les tendances, il n'y a pas de débat contradictoire. C'est la même question pour finir avec... C'est déplorable. Il faut avoir le courage d'en arriver là. Non, le débat contradictoire, moi, honnêtement, je pense qu'il existe au Togo et sur nos médias. Sauf que le débat contradictoire doit rester un débat qui prend en compte l'intérêt du pays et son développement. Moi, c'est toujours ça, je pense, à ce que j'ai dit. Quel que soit le débat contradictoire, quand il nous concerne le pays, qu'on essaie de mettre le pays d'abord devant. Si c'est les médias, qu'on essaie de mettre le pays. Mais un débat contradictoire dans lequel vraiment l'avenir du pays n'est pas la chose, en tout cas ce qu'il y a à défendre, j'ai dit il y a problème. Vous allez voir juste un petit truc. Et c'est ce qui fait créer une différence ou bien la confusion que nous faisons au Togo. Ailleurs, quand les gens font dans le débat contradictoire de tous les jours, quand ils se tiraillent, ça peut concerner sur des sujets banals de la société, ils peuvent se tirailler, chacun tire le droit de son côté. Mais quand il s'agit de l'avenir du pays ou qui est engagé, vous allez voir qu'ils sont tous réglo. Parce qu'il s'agit de l'avenir. Si c'est l'éducation, vous allez voir, ils disent, ah oui, il faut que ça soit comme ça. Si c'est la santé. Mais au Togo, tu es capable de voir quelqu'un te dire ou justifier pourquoi il n'y a pas de scanner, par exemple, au CHU Campus. C'est terrible, quoi. Et dire que c'est normal. Jusqu'au jour où lui-même se retrouve à avoir besoin de scanner et il se rend compte que ce n'est pas bon. C'est ça. Merci d'être venu, Loïc Lawson. Je rappelle que vous êtes le président de l'Union de la presse francophone, section Togo. Merci à Olivier Adia. Vous êtes du Conseil national de la presse togolaise. Merci également à Isidore Akolor, président du PPT, patronat de la presse togolaise. Cette émission s'achève.
Elle sera diffusée tout à l'heure à partir de 19h. Merci à Venceslas Boga Koudoyo pour la mise en onde technique. Je suis Pierrot Atiobé. Au revoir. C'est en fond sonore, j'entends cette belle musique là. C'est une très belle musique. Je me disais, mais qui ça se joue? C'est où là, la musique là?